Et nous poursuivons les affaires prioritaires avec le débat sur le discours d'ouverture. Et nous allons poursuivre avec le droit de parole de la chef du deuxième groupe d'opposition. Nous vous écoutons, Madame. Merci, Madame la Présidente. Juste avant qu'on s'arrête, je parlais une des grandes priorités des Québécois et Québécoises, c'est le logement. C'est le premier poste budgétaire dans une famille, donc ne pas s'y attaquer, c'est ne pas s'attaquer aux priorités des Québécois. Et j'ai posé la question à la première ministre aujourd'hui par rapport aux actions qu'elle va poser pour les locataires. Elle m'a parlé de construire parce qu'il faut augmenter l'offre. Bien sûr, on est d'accord avec ça, sauf que pour le moment, de façon urgente, comment est-ce qu'on peut aider les locataires? Nous, on a proposé plein de mesures qui peuvent être faites rapidement pour permettre de donner du souffle et de l'oxygène aussi aux locataires qui souffrent de la crise du coût de la vie. Par exemple, de réformer le tribunal administratif du logement qui ne fournit pas, notamment à cause de beaucoup de bureaucratie, mais il y a aussi beaucoup de demandes parce que les prix augmentent beaucoup, donc ça amène les gens à aller au tribunal administratif du logement, rendre les dossiers des locataires anonymes, ça se fait ailleurs, ça fonctionne, ça pourrait aussi aider le TAL à avoir moins, les gens à pouvoir avoir accès aux loyers, à des loyers et contrôler les loyers. Ça, c'est vraiment une mesure très, très importante. Les loyers ont augmenté. C'est rare, là, les gens qui ont eu une augmentation de 3 là, ça n'existe pas. On va avoir la moyenne, ça va être combien, mais c'est beaucoup plus. L'année passée, on l'a vu, il y avait des gens qui avaient des augmentations même jusqu'à 30-40 et on le voit aussi dans les médias, les gens qui ont des grosses augmentations. Mais on va voir qu'en moyenne, c'est beaucoup plus que ce qui est prévu par le TAL. D'agir, comme l'a dit mon collègue, le député de Laurier-Dorion, d'agir sur les logements laissés vacants. Il y a des logements dans l'Est de Montréal, mais un peu partout qui sont laissés vacants. Il va falloir agir aussi parce que c'est des logements qui sont sur le marché et qui permettraient d'augmenter l'offre. Ça, c'est important, mais je veux quand même sensibiliser la première ministre puis peut-être le gouvernement de la CAQ. Parce que la première ministre, dès qu'elle est arrivée en poste, elle a dit « Moi, je ne veux pas d'une économie de locataires ». Après ça, elle s'est rattrapée, elle n'a plus jamais utilisé cette expression-là, mais ce qu'elle a dit, ce qu'elle veut une économie de propriétaires. Puis je comprends cette mentalité-là. Moi aussi, pour mes parents, il fallait absolument que je devienne propriétaire, sinon j'ai manqué ma vie. Je le sais, je le comprends. Ça fait partie de notre culture de nous inciter à devenir propriétaire et c'est correct, puis je respecte ça, puis je veux même... Je le sais, je le dis aux gens, si vous êtes capable de devenir propriétaire, c'est important. En ce moment, c'est vraiment pas facile. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent quand même de milieux de la classe moyenne aisée, puis qui ont de la misère. Ils ont des difficultés. Pour eux, ça devient un rêve inaccessible, ce qui n'était pas le cas à mon époque. Mais je veux quand même sensibiliser le gouvernement et la première ministre sur c'est quoi être locataire. Locataire, c'est pour beaucoup de gens, c'est pas juste en attendant d'avoir une maison. C'est pas ça. Penser ça, c'est être un peu pas vraiment connecté à la vie de beaucoup de gens. Il y a des locataires, par exemple, des aînés. Moi-même, je suis locataire. J'ai ma voisine qui est locataire, une femme aînée là, de plus que 70 ans. Puis pour elle, c'est ça sa vie. Elle a travaillé toute sa vie. Puis pour elle, c'est habiter dans un logement en sécurité, avec un bon propriétaire qui lui permet de rester là jusqu'à un jour, quand elle ne sera plus capable d'être autonome, ben là, elle irait ailleurs, dans un CHSLD ou autre. Fait que c'est ça sa vie pour elle. Il y a des locataires aussi, des femmes victimes de violences conjugales qui ont fui un milieu dangereux, qui veulent se reconstruire avec leurs enfants et elles ont besoin d'un logement. Elles ne pourraient pas devenir propriétaires. Puis c'est pas ça leur rêve. Tout ce qu'elles veulent, c'est un endroit sécuritaire pour elles et leurs enfants. Il y a aussi des travailleurs autonomes dont les revenus varient beaucoup. Une année, ils font beaucoup d'argent, d'autres beaucoup moins, qui ne leur permettent pas d'accéder au crédit parce que les banques, pour permettre aux gens d'avoir une hypothèque, ben, ils ont besoin de voir les revenus et des fois, ils peuvent pas. Même les cadeaux électoraux, notamment le cadeau électoral de remboursement de bienvenue, parce que c'est exactement ce que c'est de la première ministre, ou le cadeau électoral qui est proposé par le Parti libéral du Québec de rembourser aussi la TVQ jusqu'à concurrence de 10 000 $ pour les nouvelles constructions. On nous dit que c'est pour stimuler la demande, mais c'est un cadeau électoral parce que on sait, la première ministre veut aller donner l'argent, même pour ceux qui sont déjà propriétaires en ce moment, on comprend. Moi, je suis très heureuse pour ces gens-là, c'est juste que c'est de l'argent public, des fonds publics qui vont à des gens qui sont déjà propriétaires, ça augmente pas l'offre et ça ne va pas aider des gens à devenir propriétaires nécessairement puisqu'ils sont déjà. Au contraire, ce que ça fait même,
à cause de la façon que ça fonctionne, puis les prix des maisons qui ont beaucoup augmenté, et le 5 000 de la CAQ et le 10 000 du Parti libéral du Québec risquent de se retrouver dans le coût de la maison qui va être augmenté. Parce qu'en ce moment, quand on veut acheter une maison, bien, ça se fait sans transparence. Les gens ne savent pas, quand ils font une offre sur une maison, ça a été combien les montants qui ont été faits par d'autres personnes, potentiels acheteurs. Et souvent, ils vont mettre beaucoup d'argent. Bien, l'argent qu'ils reçoivent, que ce soit avec la mesure du Parti libéral ou avec la mesure de la CAQ, probablement qu'elle va être mangée par cette surenchère à laquelle on assiste parce que les transactions sont faites à l'aveugle. Donc, c'est pour ça qu'on demande qu'il y ait de la transparence puis qu'on connaisse à Québec solidaire une de nos mesures pour permettre l'accès à la propriété. C'est de permettre aux gens qui veulent devenir propriétaires de savoir combien ils mettent de l'argent. Et ça ne règle pas tout. Hein. On n'a jamais prétendu que ça va tout régler. C'est une mesure qui amène de la transparence et ça va peut-être même permettre aux gens d'être moins endettés. Parce que le surendettement des ménages, c'est vraiment catastrophique en ce moment. Et on ne veut pas qu'ils soient surendettés. Fait que cet argent-là, il faut qu'il soit dans les poches des gens et non pas qu'ils se surendettent, ce que font les propositions et de la CAQ et du Parti libéral du Québec. Construire, c'est important, il faut le faire. À Québec solidaire, on va arriver aussi avec des propositions sur comment construire du logement réellement abordable, des logements sociaux. On parle, oui, bien sûr, des HLM, mais aussi des coopératives d'habitation, des OBNL, des logements réellement hors marché. Il y a un désinvestissement et de l'État fédéral et du Québec en matière de logement, où est-ce qu'on a laissé aller le libre marché, la loi et l'offre et la demande, puis ça a été, on le voit, on est dans un marché totalement déséquilibré. Donc, oui, il faut construire, il faut le faire, du logement réellement abordable, mais il faut aussi mettre en place les mesures dont je viens de parler, qu'on peut mettre rapidement en ce moment, notamment le contrôle des loyers. Le contrôle des loyers est très, très important. C'est aussi une mesure qui permettrait aux locataires de devenir propriétaires. Par exemple, si je prends l'exemple de la première ministre, de Rosie et William, supposons qu'ils n'habitaient pas chez leurs parents, parce que cet exemple-là, ils habitent chez leurs parents. Chanceux qu'ils sont, tout de suite, ils s'en vont habiter dans une maison. Je suis très heureuse pour eux et elles. Mais supposons que c'est des locataires, puis les loyers ont augmenté. Puis là, c'est une grande partie des salaires puis des revenus. Puis il y en a qui sont obligés même de s'endetter pour payer le loyer qui a augmenté de beaucoup. Les gens qui habitent dans leur logement depuis 20 ans ne voient pas ce problème-là. Mais dès qu'ils déménagent pour une raison X ou Y, puis ça arrive, c'est là qu'ils font face à la réalité du marché qui est totalement déséquilibré. Et s'ils pouvaient, on contrôlait les loyers, nous, à Québec solidaire, on propose de les plafonner à l'inflation. Pendant une période de temps, de les plafonner. Donc, oui, des augmentations, mais raisonnables, à l'inflation qui est base. Le taux d'inflation, en ce moment, il est à 2,2% à peu près. Et de plafonner ça, ce que ça fait pour les locataires, ils peuvent se mettre de l'argent de côté. Puis en se mettant de l'argent de côté, ils pourraient, après ça, faire une offre d'achat sur une maison puis de devenir propriétaires. Puis ils auraient encore plus de chances de faire une offre d'achat qui ne leur coûtera pas les yeux de la tête, leur maison et l'hypothèque, si les offres d'achat sont faites de façon transparente et non pas à l'aveugle. Donc, aider les locataires, contrôler les loyers, plafonner les hausses qui sont immenses parce que c'est volontaire, le 3,1 % du tribunal administratif de logement. Ça permettrait aux gens d'avoir de l'argent de côté puis de devenir propriétaires. C'est aussi une mesure pour d'accès à la propriété qui aide aussi les locataires qui habitent dans leur logement puis qui n'ont pas les cas de figure que j'ai mentionnés tout à l'heure, qui ne peuvent pas devenir propriétaires. Un autre élément aussi que la première ministre a mentionné, elle a dit il faut augmenter l'offre. Donc, en augmentant l'offre, pouf, les prix baissent. Bien, c'est pas vrai. Parce qu'en ce moment, on a les chiffres, de façon générale, là, tout loyer, tout logement confondu, il y a eu une augmentation. Donc, c'est vrai, il y a eu plus de construction. Il y en a eu plus, pas assez pour équilibrer le marché. Mais les prix n'ont pas baissé. Peut-être en moyenne, on peut dire qu'il y a eu une petite baisse, mais les prix des logements que les gens sont capables de se payer, lui, il n'a pas baissé. Ça, les gens se les arrachent. Ce qu'on vit en ce moment, c'est pas juste une crise du logement. Si je veux être vraiment précis, ce qu'on vit, c'est une crise de l'abordabilité. Parce que des logements à 2000 $ et plus, ça, il n'y a pas de pénurie, il n'y a pas de crise. N'importe qui est capable de payer un logement
à 2000 et plus, aucun problème, il peut en trouver, même 2500, vraiment. C'est une crise des logements que les gens sont capables de se payer avec leur salaire parce que leurs revenus et leur salaire, leurs revenus aussi, n'ont pas augmenté à la vitesse grand V du prix du logement. Donc, ce qu'on veut à Québec solidaire, puis ce qu'on propose, puis on a lancé un plan habitation qu'on est en train de dévoiler et qu'on va amener, ce que ferait un gouvernement solidaire pour les prochaines élections, c'est un plan avec des mesures structurantes, avec des mesures à long terme, pas juste des cadeaux électoraux à gauche et à droite. C'est facile de dire on va prendre l'argent du Trésor public, malgré les déficits et tout ça, on va prendre cet argent-là, puis on va le donner pour les gens pour qu'ils votent pour nous. Mais après ça, si les gens continuent à être endettés, parce que c'est ça que ça fait, le 5 000 $, puis c'est pas juste Québec solidaire qui le dit, il y a des experts aussi qui en ont parlé, ça va pas baisser les prix des maisons, ça c'est sûr et certain, et les gens vont être portés à le mettre dans leur offre. Donc, ça va être mangé par l'augmentation des prix. Il n'y a pas de solution miracle à 20-30 ans de laisser aller du marché. Je posais la question à la première ministre sur la cause. Quelle est la cause? Et elle a reconnu qu'il y a plusieurs causes. Il n'y en a pas juste une, il y a plusieurs causes. C'est une avancée par rapport à son prédécesseur. Mais elle a dit quelque chose. Elle a reconnu qu'on n'a pas fait assez, on n'a pas construit assez. Puis elle arrive, après 8 ans de caquisme, pour dire, voilà, nous, on va tout de suite construire. Puis tout d'un coup, tout ce qu'on n'a pas fait pendant 8 ans, on va réussir à le faire dans les 4 prochaines années. C'est pas sérieux. La vraie crise, les vraies causes de cette crise, de l'abordabilité, de la crise du logement, c'est les décisions qui ont été prises dans les 20-30 dernières années, où est-ce que les gouvernements ont laissé faire le marché. Ils ont dit, on va arrêter de construire des logements réellement abordables, des logements sociaux. Les coopératives, ça ne se construit plus. Encore plus, on le voit avec le projet de loi 20, où est-ce qu'on veut s'attaquer à la classe moyenne, les gens qui habitent, qui ont des logements abordables. On veut s'attaquer à eux. Il y a une crise partout du logement. Et une des solutions pour s'attaquer, c'est de s'attaquer aux gens qui ont des salaires peut-être plus élevés à travers le temps, qui habitent dans une coopérative. Voyons donc, c'est pas comme ça qu'on va régler la crise. J'espère que ce projet de loi ne sera pas adopté et qu'il va être abandonné, même s'il a été reconduit par la première ministre. De laisser libre cours au marché, c'est une des causes qui fait qu'on se retrouve dans la crise. De laisser aussi les spéculateurs immobiliers, on les voit là, moi je les vois, les gens, les victimes des Avrivièvre, des Chapireaux de ce monde, là. Je suis allée chez eux, puis les gens ont peur, ceux qui décident de résister puis de rester. C'est comme vraiment David contre Goliath. C'est parce qu'on a laissé libre cours au marché en disant l'offre et la demande va tout faire. On sait que c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas ce qui arrive. Donc, c'est sûr que dans notre plan habitation, on va avoir beaucoup de mesures, un bouquet de mesures. J'en ai nommé quelques-uns. Et ça va être une priorité, la priorité des priorités pendant la campagne électorale pour aider les gens, mais on ne pourra pas, par une seule mesure, régler un problème qui dure à cause de 20-30 ans de laisser aller des gouvernements précédents. Donc, vous le voyez, j'ai parlé beaucoup du logement. La première ministre, il faut qu'elle s'attende à ce que je revienne à la charge encore et encore, mais on fait aussi des propositions à Québec solidaire. Elle a dit qu'elle était à l'écoute, qu'elle était une première ministre qui écoute. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a décidé de revenir sur la position de son prédécesseur puis de l'ancien ministre de l'Immigration sur le programme de l'expérience québécoise, parce qu'elle a écouté. Moi, je l'invite aussi à continuer l'échange puis à écouter les mesures de Québec solidaire, de contrôler les loyers, d'arrêter de considérer que les locataires, c'est juste vraiment un temps qu'on attend parce qu'on souffre, puis c'est vraiment horrible d'être locataire, donc il faut absolument devenir propriétaire. Il faut aussi aider les personnes locataires. Quand elle m'a répondu ce matin, elle m'a dit, ça a tout pris pour dire, oui, les locataires, je veux les aider, les locataires. Moi, je l'invite aussi à travailler, à écouter les mesures, à travailler avec nous, à écouter les mesures de Québec solidaire, qui, des fois, ne coûtent pas cher pour les mettre en place, pour aider les locataires, pas quand on va avoir tout fini de construire puis de rattraper les retards là, de la CAQ et des autres gouvernements, mais pour aider les gens maintenant, aujourd'hui, pour qu'ils arrêtent de souffrir parce qu'ils n'ont pas d'argent dans leur poche, dans leur portefeuille, parce que tout leur argent va dans le loyer. Fait que ça, c'est des mesures qui... aussi, les propositions, vous allez le voir, Madame la Présidente, puis vous le voyez déjà, les mesures qu'on met en place, c'est des choses qui ont déjà existé ailleurs, qui existent ailleurs au Canada, qui existent ailleurs dans le monde, qui sont éprouvées, qui fonctionnent et qui sont étudiées, et on les amène de manière rigoureuse. C'est possible.
C'est des mesures qui sont réalistes, qui sont possibles. Il faut juste avoir la volonté d'aider les locataires qui souffrent de la crise du coût de la vie. Je pourrais parler aussi de l'épicerie et tout ça. On a mis aussi en place des mesures. La première ministre dit qu'elle va enlever la TVQ sur certains produits. On attend de voir. Nous, à Québec solidaire, au début de l'année, on a proposé, puis on continue à le proposer, de détaxer aussi certains produits d'hygiène corporelle dans les pharmacies qui ne devraient pas être détaxés. Il y a déjà des produits dans les pharmacies, par exemple des couches pour bébés, qui sont détaxés. Donc, il faudrait continuer. On a hâte aussi de voir pour ce qui est de l'épicerie. On a une mesure aussi structurante, très importante, pendant que les grandes bannières, les grosses bannières, les Loblaws, Métro de ce monde ont vu leurs profits vraiment augmenter. Ils ont, par rapport à avant la pandémie, ils doublent leur marge, plus que même doubler leur marge de profit. Nous, on dit qu'il faudrait les plafonner de façon décente pour que les gens puissent manger. On est dans le Québec de 2026 et les gens ont faim. Moi, ça, je trouve ça abominable. Je trouve ça très triste que des enfants aussi vont à l'école parce qu'ils ont faim, puis l'épicerie coûte extrêmement cher. Les gens, ils n'ont pas juste besoin d'eau monde, là, ils n'ont pas juste besoin qu'on les aide comme ça dans les banques alimentaires, c'est important. Ils ont besoin de mesures structurantes et c'est ce qu'on propose à Québec solidaire. Avec le temps qui me reste, je vais... Ah, mon Dieu, OK, oui, mais j'avais pas l'intention de tout prendre ça, c'est bon. Je veux parler de développement économique. L'économie, c'est extrêmement important. La première ministre nous a dit que l'économie, c'est important pour elle. Il ne suffit pas juste de dire l'économie, c'est important pour faire du développement puis dire qu'après ça, tout a été fait. De quel développement? Le développement économique, il bénéficie à qui? Ça aussi, c'est extrêmement important. La vision économique de Québec solidaire, c'est de défendre les intérêts de la majorité, pas seulement d'une minorité qui en profite, puis en disant quand on aide la minorité, tout d'un coup, l'argent va percoler, puis là, il va, atterrir dans les poches de la classe moyenne puis des gens les plus vulnérables. Ça aussi, c'est une théorie qui existe depuis les années 80 et même avant. Si ça existait, on le saurait. Si ça marchait, on le saurait. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. On le voit. On est encore dans la situation où est-ce qu'il y a une inégalité entre les plus riches et les plus pauvres qui continue à exister. Je l'ai vu avec les revenus disponibles pour les gens, ceux qui sont en haut, le 5e quintile, ont vu leurs revenus vraiment augmenter depuis 2018. Ce n'est pas le cas des gens plus dans la classe moyenne. Leurs revenus, eux autres, ils ne les ont pas vus augmenter, en tout cas pas à la vitesse de l'augmentation du loyer, de l'épicerie, etc. Fait que le développement économique doit servir à tout le monde. Et en ce moment, au Québec, on a une opportunité en or. Il faut qu'on se rappelle des gens qui nous ont précédés puis qui ont été visionnaires, puis qu'aujourd'hui, on remercie. Parce qu'ils ont été visionnaires. Je parle, par exemple, de l'hydroélectricité. L'hydroélectricité qui a été nationalisée. Aujourd'hui, il n'y a personne, même pas Éric Duhaime, qui remet en question le fait que l'hydroélectricité, ce soit les Québécois et Québécoises qui soient actionnaires de cette force économique. Il n'y a personne qui dit ça. Une chance que ça a été fait par René Lévesque, par un gouvernement, c'était du Parti libéral, à l'époque de la Révolution tranquille. C'est une chance qu'il l'a fait. Mais il ne l'a pas fait. Nous, on en parle, puis ça a l'air bien banal. Il a fallu qu'ils se battent en maudit là, pour la faire. Excusez-moi l'expression. Je ne sais pas si c'est un mot au lexique. Et aujourd'hui, tous les Québécois, puis nos enfants vont continuer à le remercier parce qu'on sait que nous, face au défi énergétique mondial en ce moment, qu'on vit sur une richesse, puis une chance qu'on a gardé ça entre les mains des Québécois et Québécoises. Bien, c'est la même chose aujourd'hui. On a une autre opportunité. Pendant que les États-Unis de Trump, pendant que partout dans le monde, on nous dit le monde a changé, dans l'Ouest canadien, l'Alberta, tout le monde nous dit « Ah, le monde a changé maintenant, il y a une guerre en Iran, va falloir qu'on exploite encore nos bonnes vieilles ressources, l'énergie brune, l'énergie de sortir le pétrole, le gaz de terre avec des technologies qui sont extrêmement polluantes. Le monde a changé, donc on abandonne l'environnement, on abandonne notre ambition climatique, puis on se tourne vers les énergies du passé. » Ça, c'est une vision passéiste. C'est une vision du passé. On ne peut pas accepter de reculer. Ce qu'on doit faire, c'est s'inspirer des Québécois, de ceux qui nous ont précédés, des grands bâtisseurs, bâtisseuses du Québec, qui ont été visionnaires, puis qu'aujourd'hui, on remercie. Il faut qu'on pense de la même façon pour que plus tard, quand on fait du développement économique en pensant aux générations futures pour vrai, que les générations futures, il y a des députés ici à l'Assemblée nationale qui se lèvent et qui disent « Hey, en 2026, une chance
ou en 2000 ou dans les années futures, une chance que on a fait du développement économique qui s'assure de quitter à tout jamais les énergies fossiles, de nous libérer de ça, puis d'utiliser nos forces, les énergies renouvelables pour faire une vraie transition énergétique, une transition de notre économie. On était sur le bon chemin au Québec là-dessus, avec des ambitions, une ambition climatique, des réductions de gaz à effet de serre qui étaient présentes, qui étaient importantes. Malheureusement, le gouvernement nous a reculé. Même le monde des affaires est venu ici à l'Assemblée nationale dire que ça n'a pas de bon sens. On était parti dans un train pour effectuer la transition écologique. S'il vous plaît, ne nous faites pas reculer. On a besoin de stabilité. Le monde économique aussi a besoin d'une stabilité. Il faut avancer vers la transition écologique et non pas reculer comme tout le monde. Pourquoi, Madame la Présidente? Parce qu'un jour, quand les énergies fossiles, on sait que cette date-là s'en vient, il n'y en aura plus, là, on ne les utilisera plus. On sait que leur temps est passé. Et donc, on n'a pas besoin de transporter l'énergie sale de l'Alberta avec des projets comme Marinvest, etc. Il faut dire de façon nette et précise qu'on est contre ça. Quand leur temps va être passé, nous, on va être déjà, notre train de la transition écologique va déjà être en marche et avec une expertise bien québécoise, avec des entreprises bien québécoises, avec un savoir-faire bien québécois. Et là, on va pouvoir profiter de cette opportunité où est-ce qu'on a continué à aller de l'avant et à arrêter de regarder les énergies du passé. J'ai plus entendu parler la première ministre des gaz de schiste. Je ne sais pas si ça veut dire qu'elle a décidé de ne plus revenir à la charge. Ça serait une très, très bonne chose. Mais ce qu'il faut aussi, c'est dire non à Marinvest, dire non à tous ces projets, puis arrêter de dire il n'y a pas de projet, on va évaluer chaque projet. Il n'y a pas d'avenir dans les énergies fossiles. On le voit aujourd'hui avec le prix de l'essence. Tout le monde est prisonnier. On est collectivement prisonnier du prix de l'essence. Quand même qu'un gouvernement déciderait d'enlever toutes les taxes, toutes les tarifications, tout ce qu'on met sur le prix de l'essence, pensez-vous vraiment que le prix de l'essence va baisser? Ça n'arrivera pas. Là, aujourd'hui, on a la guerre en Iran. Il va y avoir d'autres chaos, malheureusement, dans le monde. On s'en va là. Et ça va être important qu'on libère les Québécois et Québécoises de cette prison des énergies fossiles et pour le moment, à court terme, qu'on aide ceux qui en ont besoin, mais de ne pas enlever le signal prix pour des raisons électoralistes. C'est une vision à court terme. Le développement économique doit être fait à long terme et donc la transition écologique et énergétique, on doit aller à fond le train et non pas dans le militaire comme veut aller la première ministre du Québec. C'est comme ça qu'on va pouvoir être rassurant puis travailler vraiment pour l'avenir au-delà de seulement une échéance de 4 ans. Dernier point que je veux mentionner, c'est la fiscalité. Je vais citer quelqu'un qui a dit ça récemment. Elle a dit « On n'a pas le choix. Il va falloir qu'on taxe les riches. On n'a pas le choix. » Et ça, non, c'est pas quelqu'un de Québec solidaire qui l'a dit. C'est Monique Jérôme Forget. C'est elle qui l'a dit. J'ai adoré sa citation. Elle a dit ça pendant l'événement de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain où Charles Milliard donnait une allocution. Et visiblement, il n'a pas été convaincu par sa collègue, l'ancienne présidente du Conseil du Trésor, qui parle vrai, qui dit les vraies choses, qui le dit. On le regarde, l'état des finances publiques, on regarde il y a combien de monde au Québec. C'est quoi la solution? Parce que l'autre solution, si on ne taxe pas les ultra-riches, Madame la Présidente, c'est qu'on va taxer, encore une fois, toujours les mêmes. La classe moyenne, les gens qui souffrent du coût de l'épicerie, du coût de la vie, toujours les mêmes solutions. Avec les mêmes solutions, la même vision, on arrive avec les mêmes problèmes. Il faut changer. Il faut arrêter de seulement être concentré sur la colonne des dépenses, puis essayer par, je ne sais pas comment, par la magie, dire qu'on va pas toucher aux services, même si, on l'a vu, par exemple, dans le budget de l'éducation, l'augmentation est en bas des coûts de service. Donc, c'est sûr qu'on va toucher aux services aux élèves dans les écoles. Puis là, d'essayer de trouver des miracles. La vérité, c'est qu'on s'en va vers l'austérité. Il n'y a pas beaucoup de choix. L'austérité, donc baisse des dépenses, les Québécois qui continuent encore à payer de l'impôt et à avoir moins de services. Et de l'autre côté, dans la colonne des revenus, bien, il y a un manque à gagner pour l'État québécois, pour nos finances publiques. Les finances publiques sont compressées, sont dans un mauvais état à cause, malheureusement, de la CAQ qui a gaspillé beaucoup d'argent. Northvolt, Saclic, tous les projets économiques
où on a pensé qu'en investissant comme ça, l'argent public, tout d'un coup, il va percoler sur tout le monde. C'est pas ça qui est arrivé. Ce qui est en train d'arriver, c'est avec tous les gaspillages de la CAQ, on se retrouve à devoir faire des compressions budgétaires, même si c'est pas le mot qui est mentionné, c'est quand même, c'est quand même de l'austérité. Ne serait-ce que dans le budget de l'éducation, c'est clair, sûr et certain. Donc moi, je suis d'accord avec Mme Jérôme Forget. Il faut aller chercher l'argent là où elle est pour pouvoir l'investir dans nos services publics, tout en réduisant, bien sûr, la bureaucratie, la paperasse. Bien sûr, tout le monde est d'accord avec la tarte aux pommes, il n'y a pas de problème. Là. Je veux dire, c'est la CAQ qui a créé la bureaucratie. On l'a vu. Il y avait 8 ans à la régler. Je vous dis, tout le monde est d'accord avec ça. Il n'y a personne qui se lève le matin en disant « je vais créer plus de bureaucratie ». Il n'y a personne qui fait ça. Après ça, il ne faut pas utiliser la bureaucratie pour réduire des services importants. Ça, c'est très, très important parce qu'on voit des fois les tours de passe-passe. On dit qu'on veut être plus efficace, mais finalement, on enlève des normes, on enlève des règles qui sont importantes aussi, notamment en matière d'environnement. Donc, taxons les riches. À Québec solidaire, on propose d'aller chercher les ultra-riches, 25 millions et plus de patrimoine. Il n'y a personne qui va mourir de faim par rapport à ça. 25 millions de dollars de patrimoine pour aller chercher 5 milliards. 5 milliards, Madame la Présidente, on ne peut pas lever le nez sur un montant comme celui-là. Pour nos finances publiques qui sont dans un mauvais état, avec, oui, les gaspillages de la CAQ, la mauvaise gestion de la CAQ d'un gouvernement de gestionnaires, mais aussi à cause de la pression démographique. On vit dans un défi démographique, on le sait depuis très longtemps, ça va continuer malheureusement. Et donc, il va falloir prendre cet argent-là, qu'on évalue à 5 milliards, pour le mettre dans les services à la population. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité parce que, comme comptable, je le sais, il n'y a pas 36 000 solutions, colonne des revenus, colonne des dépenses. Il faut aller regarder la colonne des revenus pour l'augmenter. Donc, Madame la Présidente, je conclus là-dessus. Je crois à la sincérité de la première ministre et à sa volonté d'essayer de faire de quoi en peu de temps pour faire oublier le gouvernement de la CAQ dont elle a fait partie. Mais ça ne suffit pas. Ce qu'on a besoin, Madame la Présidente, c'est d'une vision à long terme pour aider les familles qui n'arrivent plus, qui n'arrivent plus à se loger. Ça ne suffit pas, tu sais, on ne peut pas accepter aujourd'hui que les gens doivent choisir entre se loger et manger. Je n'aurais pas cru que c'était possible au Québec. On est rendu là. Et ça a eu lieu à cause des choix qui ont été faits, des choix politiques. Les Québécois et Québécoises méritent mieux. Ce qu'ils méritent, ce n'est pas juste des promesses, ils méritent aussi des actions réelles qui vont avoir des changements réels sur la vie des gens. Parce que la dignité, c'est la chose la plus importante. C'est important que tout le monde vive dans la dignité et ce n'est plus le cas aujourd'hui. On a beaucoup parlé de mourir dans la dignité, vivre dans la dignité, quand on voit le nombre de personnes en situation d'itinérance, quand on voit les gens qui n'arrivent pas à se loger, qui n'arrivent pas à manger, les enfants qui vont à l'école le ventre vide. Ça, c'est le résultat de choix politiques, de choix publics. C'est nous qui devons agir pour contrer ça. Je ne l'accepte pas de la même façon que la première ministre elle a dit, je n'accepte pas de voir des femmes victimes de violences conjugales et de féminicide. Elle doit aussi dire, et je l'invite à le dire, je n'accepte pas que des locataires ne soient pas capables de manger, ne soient pas capables de payer leur épicerie, que des enfants aillent à l'école le ventre vide. Et ce qu'on a besoin, ce n'est pas juste des petites aides. Ce qu'on a besoin, c'est des mesures structurantes pour les aider à long terme. Malheureusement, ce que j'entends, j'ai peu d'espoir, sauf sur les questions, les enjeux féministes, un peu plus. Ce que j'entends, c'est quand même toujours les mêmes mesures de ce qu'on a déjà connu, les mêmes compressions dans nos services publics en nous promettant qu'on ne touche pas aux services. Encore une fois, je ne crois pas au miracle. Il faut arrêter de défaire tranquillement ce qui a été défait depuis les 20-30 dernières années, démanteler dans nos services publics où est-ce qu'on a mis plus de privés en pensant que ça va aider les gens. Ça n'a pas fonctionné, c'est pas ça qui fonctionne. Et c'est pas une fatalité. On peut faire, Madame la Présidente, des choix différents. À Québec solidaire, nous, on fait clairement et résolument des choix différents. C'est possible d'avoir un Québec qui prend soin de tout son monde, des gens, de la majorité des gens. C'est possible d'avoir un Québec qui se donne les moyens d'agir puis qui laisse personne derrière. C'est possible d'avoir un Québec qui voit grand pour son économie, pour son environnement,
pour sa place aussi dans le monde. Comme parti politique indépendantiste, nous voyons notre place dans le monde. On n'a pas besoin que d'autres parlent à notre place. Donc, c'est possible d'avoir aujourd'hui au Québec une vision ambitieuse parce qu'on est capable de faire de grandes choses au Québec. On a été capable de faire de grandes choses. On est toujours capable de faire de grandes choses. Je crois en nous, je crois aux Québécois et Québécoises. Et moi, je vais leur rappeler à quel point on peut se faire confiance et à quel point on peut faire de grandes choses. Et c'est ce que je compte continuer à faire avec toute mon équipe ici de Québec solidaire. Je m'en allais finir sur cette lancée et m'asseoir, mais j'ai oublié la motion de grief. Donc, la motion de grief face au discours de la première ministre se lit comme suit. Que l'Assemblée nationale blâme le gouvernement de la CAQ pour sa négligence pour le maintien de nos services publics, son manque d'ambition pour effectuer une transition économique et écologique à la hauteur des défis actuels, ainsi que son désintérêt marqué pour les difficultés vécues par les locataires du Québec. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, merci, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Votre motion, elle est déposée sous réserve de sa recevabilité.